Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Deuxième volet de cette série de conférences exclusives avec Nathalie Boisselier, psychologue, enseignante et chercheuse. Et après donc l'histoire et les enjeux de la recherche sur les HPI, Nathalie Boisselier va nous permettre de mieux comprendre la recherche sur les ACE, ou les AS en français, Adverse Childhood Experiences, ou, comme l'appelle Nathalie Boisselier, l'adversité précoce. Un sujet difficile, mais essentiel pour cerner les nuances et les complexités des traumatismes subis dans l'enfance, tant en maltraitance qu'en négligence et dans tous les milieux. Une conférence ultra passionnante qui vous est rendue possible par les contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur, puisque ce média dépend de vos donations ponctuelles ou régulières. Et la grande annonce aussi de cette rentrée 2024, c'est le lancement de la communauté d'Intensément, le vaisseau spécial augmenté. Un espace pour comprendre et échanger, avec des lives exclusifs, un groupe Telegram pour échanger, des rencontres, des partages, bref, des bonnes raisons en plus de soutenir Intensément et de rétribuer mon travail à sa juste valeur. Merci Intensément, bienvenue dans notre vaisseau spécial. Place à Nathalie Boisselier pour cette conférence, et malgré la lourdeur du sujet, je vous souhaite bonne écoute et bonne visionnade. En psychologie, il est toujours très important de définir ces concepts. On doit définir ces concepts. Et en plus, on doit définir la manière de les opérationnaliser, c'est-à-dire de les mesurer. En l'occurrence, et de manière la plus consensuelle possible, on peut dire que l'adversité précoce se définit à partir justement de son opérationnalisation, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a appelé les expériences adverses de l'enfance, Adverse Childhood Experiences, ou les AS, et c'est d'ailleurs souvent le terme que je vais employer là, à partir de maintenant, je vais dire les AS pour parler de ces expériences adverses. Les AS, elles caractérisent des événements stressants qui surviennent au cours des 18 premières années de vie, qui varient en intensité, qui sont souvent chroniques, qui surviennent dans l'environnement familial ou social, par exemple l'école des enfants, et qui sont susceptibles de causer des blessures ou de la détresse, en affectant ainsi la santé physique ou psychologique, et donc le développement de l'enfant. L'adversité précoce, elle recoupe différents types d'AS. La revue de la littérature de Haut et collègues, en 2018, les range en général dans 4 catégories. La maltraitance, la négligence, les dysfonctionnements au sein du foyer, incluant par exemple la violence entre les parents, le divorce ou l'abus de substances, mais de la part d'autres membres du foyer. Et les autres sources d'adversité, incluant notamment le harcèlement scolaire, le placement en foyer d'accueil, la discrimination, ou la violence communautaire, les catastrophes, vivre dans un pays en guerre, etc. Cette vaste palette d'expériences adverses rend compréhensible que les AS ne sont pas interchangeables. On va avoir des résultats qui peuvent être différents en fonction de celles que l'on étudie. Et donc, on doit toujours préciser lesquelles on étudie, parce que on va avoir aussi des conséquences qui, même quand elles sont les mêmes, par exemple, on va avoir de l'anxiété dans différents types d'AS, mais pas forcément avec les mêmes corrélations. Donc, c'est pas prédictif au même niveau. Et moi, par exemple, dans l'étude dont je vais vous parler, j'ai utilisé la masse et je l'ai même traduite avec ma directrice de recherche, Andrea Soulet. On l'a traduite et validée en français. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui, dans la littérature internationale, est actuellement considérée comme la meilleure et la plus fiable. Donc, c'était intéressant d'utiliser celle-ci plutôt qu'une autre. En tout cas, parmi toutes celles qui existent, celle-ci permet l'évaluation de 10 types spécifiques d'expériences adverses précoces, qui sont la maltraitance verbale parentale, la maltraitance émotionnelle non verbale parentale, la maltraitance physique parentale, les abus sexuels au foyer et à l'extérieur, la négligence émotionnelle, la négligence physique, avoir été témoin de violences envers les frères et sœurs, avoir été témoin de violences entre les parents,
la victimisation émotionnelle par les pairs, le harcèlement, la mise à l'écart, les rumeurs, et les agressions physiques par les pairs. Donc là aussi, on différencie les deux. Et en plus, la masse, elle permet d'avoir 3 autres scores qui sont cette fois-ci globaux. La sévérité globale, totale, de tous les types de maltraitance, la multiplicité, combien d'expériences différentes parmi celles-là ont été subies par la personne, et la durée totale de la maltraitance. Alors, comment on dit qu'une expérience adverse était là ou pas là? C'est-à-dire que de manière statistique, on a évalué que, par exemple, pour dire que la négligence émotionnelle a été expérimentée à des niveaux sévères, il faut que sur l'échelle qui a 10 points de la négligence émotionnelle, la personne, elle est au moins 4. Et donc là, on va dire, OK, cette expérience adverse était là. Et s'il y a eu de la maltraitance émotionnelle, des agressions physiques, il y a eu 2 As. Et la durée totale, c'est quelle est la durée totale à laquelle la personne a été exposée le plus longtemps à des niveaux sévères. Donc là encore, on le mesure de manière très scientifique, dirons-nous. Et en tout cas, en utilisant cette échelle et d'autres, on se rend compte, je vais vous parler, là vous allez voir de la masse, mais comme je vous disais, l'adversité précoce, elle constitue un phénomène fréquent et il est donc peu probable qu'elle épargne les enfants HPI et ensuite les adultes du coup qui vont rapporter des faits à leur psychologue. Aux États-Unis, Finkelhor et ses collègues ont indiqué que 66% de leurs participants âgés de 2 à 17 ans avaient été exposés à plus d'une forme de victimisation et que 30% avaient été exposés à 5 types de victimisation ou plus. Et eux, ils avaient un échantillon représentatif. Et selon eux, la victimisation, la polyvictimisation, elle commence tôt puisque selon les échantillons observés, entre 12,7 et 70% des enfants âgés entre 0 et 7 ans sont identifiés comme ayant été exposés à au moins 3 expériences adverses précoces à des niveaux sévères. Toujours aux États-Unis, Téchard et Pariser, donc du coup en utilisant l'échelle masse qu'ils ont eux-mêmes développée, ils ont montré que 58,3% de leurs 1000 participants adultes issus d'une population non clinique avaient été exposés à au moins une forme de maltraitance au cours de leurs 18 premières années de vie. Et vous avez vu que leurs chiffres, eux, ils avaient une population non clinique, mais pas forcément représentative, 58,3%. Dans un échantillon représentatif, on est à 66%. Donc la masse, elle a l'air de pas dire de bêtises sur le plan représentatif. Quand on regarde maintenant les chiffres en Europe de la maltraitance et de la négligence, ils sont pas moins préoccupants. Le rapport 2013 de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention de la maltraitance révélait ainsi que la maltraitance sur le vieux continent atteignait 9,6% pour les abus sexuels, 22,9% pour les abus physiques, 29,1% pour les abus émotionnels et 14,6% pour la violence entre les parents. Et vous allez voir, là aussi une autre parenthèse, que moi les chiffres que je trouve dans un échantillon pas représentatif sont proches des chiffres de l'OMS, donc il n'y a rien qui semble exagéré. En France, le même rapport, en tout cas de l'OMS, révélait que plus de 50% des enfants français avaient déjà reçu une fessée, 30% avaient été frappés avec un objet de type martinet et 96% avaient déjà reçu une gifle. 96%. En contraste, la fessée concernait par exemple seulement 17% des enfants allemands et 4% des Suédois. Cette différence, elle était expliquée par le fait que la Suède s'est dotée d'une loi interdisant les châtiments corporels à l'encontre des enfants en 1979, tandis que la loi contre les châtiments corporels a été promulguée en France en 2019, 45 ans plus tard. Donc on peut comprendre pourquoi, vous allez voir, on a des chiffres, nous en France, qui sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays, parfois d'Europe.
il faut quand même rappeler aussi que toutes les études épidémiologiques rapportent que le risque est supérieur pour les filles pour quasiment toutes les formes de maltraitance et évidemment, malheureusement, particulièrement pour ce qui concerne l'adversité liée aux abus sexuels. Les conséquences maintenant de l'adversité précoce, et particulièrement de la maltraitance et de la négligence. Et vous allez voir que beaucoup de ces effets principaux sont aussi ceux qui ont été associés au HPI dans les articles ou dans les livres qui sont publiés par des psychologues ou qui les reçoivent en consultation. La première série de conséquences, elle renvoie au concept de psychotraumatisme lui-même et à ses différentes formes syndromiques. À partir de 2009, Van der Kolk a décrit un trouble traumatique du développement, le TTD, susceptible de rendre compte des dommages causés par l'adversité précoce sur le développement des enfants victimes de maltraitance. Ce trouble inclut la perturbation du système de la régulation des émotions, de l'attention, de la cognition, de la perception et des relations interpersonnelles. Le trouble traumatique du développement, il va s'objectiver à partir d'un événement inaugural qui requiert que l'enfant ait été exposé à des traumatismes interpersonnels, c'est-à-dire qui impliquent d'autres personnes et ces traumatismes doivent toucher le lien d'attachement avec les donneurs de soins principaux. Et les deux, moi je l'ai montré dans l'étude qui nous a permis de valider la masse, sont très liés. Et ensuite, le TTD va s'objectiver à partir de 3 groupes de symptômes qui incluent des difficultés sévères de régulation des émotions, le critère B, des difficultés dans le contrôle de l'attention et des comportements, le critère C, et des difficultés dans la sphère interpersonnelle en lien avec un attachement insécure. Donc on voit bien que même si les enfants ne développent pas un TSPT, même si chez des adultes on trouve pas un TSPT ou un TSPT complexe, il peut y avoir des perturbations du développement dans ces 3 groupes de symptômes, la régulation des émotions, le contrôle de l'attention et des comportements, et les difficultés dans la sphère interpersonnelle. Et ça, c'est 90% des études qui nous disent qu'il y a des problèmes socio-émotionnels chez les HPI, et c'est la raison pour laquelle des chercheurs de l'autre côté, pour essayer d'invalider cette théorie, utilisent encore et toujours les mêmes échelles qui vont mesurer ça, sans aller voir du côté de l'adversité précoce, sans aller voir aussi du côté du TSPT complexe. Moi, je ne l'ai pas fait parce que l'échelle en français de mesure du TSPT complexe est sortie après que mon protocole ait été déposé à l'école doctorale. Mais tout ça, c'est jamais recherché et on reste toujours sur les mêmes thématiques de recherche. Pour ce qui concerne après les suites du trouble traumatique du développement, on peut avoir, pas obligatoirement, mais on peut avoir des personnes qui vont souffrir du sous-type dissociatif du TSPT. Alors, comment il est défini dans le DSM-5 ? Dans le DSM-5, on définit le sous-type dissociatif du TSPT par des symptômes intrusifs qui peuvent prendre la forme de souvenirs, flashbacks, cauchemars, envahissants, répétitifs, involontaires. Ces souvenirs peuvent être spontanés ou déclenchés par un indice dans l'environnement qui va rappeler de près ou de loin les événements traumatiques. On va avoir des symptômes d'évitement, évitement des pensées, des émotions, des lieux, des personnes, des objets et des situations qui peuvent réveiller les émotions ou les souvenirs associés à l'événement traumatique. On va avoir des modifications des cognitions et de l'humeur. Et là, il s'agit d'une symptomatologie dépressive qui inclut une anesthésie affective, un sentiment de détachement et un état émotionnel négatif sous-jacent qui va être persistant. On va trouver des difficultés à se rappeler de certains aspects de l'événement traumatique, des croyances négatives persistantes sur soi, les autres, le monde, qui peuvent participer à l'impression d'une personnalité changée parfois, ou en tout cas qu'on ne ressemble pas aux autres.
On va trouver dans le cluster E des altérations marquées de l'éveil et de la réactivité. Alors, ça peut prendre la forme d'une hypervigilance, de l'irritabilité, des sauts d'humeur, les fameux ascenseurs émotionnels, les mood swings, les conduites impulsives, des troubles de l'attention et de la concentration. On a montré que les patients qui souffrent de la forme dissociative du TSPT expérimentent les symptômes que je viens de vous décrire et il s'y ajoute aussi du coup des épisodes de dissociation. Et sur le plan épidémiologique, des études ont indiqué que des symptômes dissociatifs étaient rapportés par 15 à 30% des patients qui souffrent de TSPT et les facteurs de risque pour la forme dissociative inclut particulièrement l'accumulation d'événements traumatiques dans l'enfance. Alors pourquoi je l'ai présenté celui-ci ? Comme je vous disais, moi je pouvais pas parler du TSPT complexe puisque la CIM-11 qui le répertorie est sortie en 2019 et le questionnaire est sorti, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, donc c'était pas disponible. Mais la CIM-11 répertorie un trouble du stress post-traumatique complexe qui va inclure 3 groupes de symptômes du TSPT, les intrusions, l'évitement, l'hyperactivation neurovégétative et va rajouter 3 groupes de symptômes qui reflètent des perturbations de l'organisation du soi. Et devinez quoi ? Ce sont ceux du trouble traumatique du développement. C'est-à-dire les difficultés de régulation des émotions qui vont amener une réactivité émotionnelle accrue à des facteurs de stress mineurs, des accès de violence, des comportements imprudents, autodestructeurs, des symptômes dissociatifs en cas de stress, même minime, et parfois une anesthésie émotionnelle que certains pourraient appeler la procrastination, en fait. Des croyances persistantes en un soi diminué, impuissant, sans valeur, qui peut être accompagné de sentiments de honte, de culpabilité et d'échec, et puis des difficultés persistantes à nouer et à entretenir des relations sociales, à se sentir proche des autres. Et ces difficultés, elles peuvent conduire à éviter, tourner en dérision ou avoir peu d'intérêt pour les relations et l'engagement social en général. Ça peut aussi consister à avoir des relations occasionnelles qui sont intenses, mais avec du mal à les maintenir. Alors, il y a quand même quelque chose que je veux préciser. Il est évident que nos patients HPI nous rapportent se sentir différents des autres avec ou sans adversité précoce. Mais ils parlent d'une différence dans la fulgurance de la pensée. Ça fait 3 heures qu'ils parlaient de telle chose et en fait, la solution que je leur avais donnée au début, ils m'avaient dit non, ils la trouvent à la fin. Quand c'est des jeunes ou même des fois chez des adultes, c'est de dire mais ça m'intéresse pas de parler de foot, etc. Moi, j'ai envie de parler de grandes choses, de philosophie, du sens de la vie, voilà. Ou même quand on parle de football, moi, j'ai envie de parler de stratégie, etc. Donc, ils vont sentir ce sentiment de décalage-là, ça c'est sûr. Même si les résultats sont fluctuants dans la recherche sur ce domaine-là, il y a un sentiment de décalage en raison de l'avance cognitive. Mais il peut y avoir un sentiment de décalage quand on a vécu de l'adversité précoce. Ce qui veut dire que se sentir décalé n'est pas un signe forcément d'appel du haut potentiel intellectuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a qui ressort de tout ça ? En fait, ce qui ressort, c'est qu'on estime à environ 8% de la proportion des enfants maltraités qui répondent encore aux critères diagnostiques du TSPT à l'âge adulte. Alors, ce qui peut être problématique dans la clinique, puisque la symptomatologie du TSPT, c'est celle qui est intuitivement la plus attendue chez les victimes d'adversité précoce, surtout lorsqu'ils deviennent adultes. Pourtant, les effets de la maltraitance et de la négligence ne se limitent pas au TSPT. Je vous l'ai montré, on peut ne pas avoir les symptômes du TSPT et qu'il y ait beaucoup d'autres choses à la place qui ont poursuivi les adultes et notamment des psychopathologies qui ont été associées à l'adversité précoce et qui peuvent se développer indépendamment de la présence d'un TSPT.
Si on se focalise sur le questionnaire MAS que moi j'ai employé, on observe que les scores globaux de sa version française sont prédictifs de niveaux plus élevés de dissociation et d'anxiété. Pour la version norvégienne, des corrélations significatives ont été trouvées entre les scores totaux de la MAS et la somatisation, les symptômes obsessionnels compulsifs, la sensibilité interpersonnelle, la dépression, l'anxiété, l'hostilité et l'anxiété phobique. Et l'étude de la version nord-américaine de la MAS indiquait une association statistiquement significative avec l'anxiété, la dépression, la somatisation, la dissociation et la colère, hostilité. À nouveau, on observe qu'une partie de ces symptômes coïncide avec des caractéristiques qui ont été associées au HPI dans certaines études, qui soutiennent que l'intelligence constitue un facteur de risque, et particulièrement l'anxiété. Et puis, une autre composante de la dissociation qui renvoie, puisque la dissociation, c'est pas une seule dimension, il y en a deux, et il y en a une des deux qui est la tendance à être absorbée dans ses pensées et son imaginaire, à être un peu dans la lune. Et je le précise au cas où des gens se promènent ensuite en disant oui, mais bon, l'absorption, c'est pas exactement de la dissociation. Si, il y a des études qui ont montré, qui ont étudié les différences entre le vagabondage mental, mind wandering, et l'absorption qui est incluse comme un des facteurs de la dissociation, et c'est différent. Voilà. C'est différent, ne serait-ce que parce que les réseaux neurocognitifs recrutés dans le cerveau ne sont pas les mêmes. Et puis, enfin, on observe une relation graduelle, c'est-à-dire une relation qu'on dit dose-réponse, entre le nombre d'expériences adverses vécues pendant l'enfance et le nombre de morbidités, de pathologies psychiatriques à l'âge adulte. Différentes études, revues de la littérature et méta-analyses, on est vraiment dans du lourd là, ont régulièrement confirmé l'existence de cette relation dose-réponse entre l'exposition cumulative aux AS pendant l'enfance et l'adolescence et les risques touchant toutes les sphères, incluant les fameux comportements problématiques et à risque qu'on mesure régulièrement avec, je crois que c'est la CBCL, dans les études du haut potentiel, des SWOT, et la santé physique et mentale. Et là, comme vous pouvez le voir sur le tableau, et c'est juste un tableau parmi des dizaines qu'on pourrait faire, les adultes qui ont été exposés à au moins 4 AS sont 4 à 12 fois plus susceptibles que les personnes préservées de tout abus précoce de souffrir ultérieurement de troubles associés à l'usage de substances, alcool, tabac, drogue, de troubles anxieux, de troubles du sommeil ou encore de dépression. En moyenne, c'est un triplement des comorbidités qui est observé à l'extrémité du spectre de la maltraitance et de la négligence. Et je voudrais m'arrêter un instant sur le fléau qui est constitué par le harcèlement scolaire dont on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers mois. La plupart des gens pensent que les seules conséquences du harcèlement scolaire, c'est la dépression, la phobie scolaire, le passage à l'acte suicidaire, parce que ce sont justement les conséquences déjà dramatiques montrées à la télévision. C'est vrai que c'est largement suffisant pour agir, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'études de chercheurs comme Kim et Leventhal en 2011 ou encore Téchard et collègues en 2010 qui ont montré que la victimisation par les pairs dans le cadre scolaire augmentait certes drastiquement la dépression, la phobie scolaire et le risque d'idéation ou de conduite suicidaire, mais également l'anxiété, l'insomnie, la somatisation, une baisse de l'estime de soi et une augmentation du sentiment d'insécurité. Et différentes études ont par ailleurs rapporté que ce type de violence est trop souvent mésestimé, alors que ses conséquences psychopathologiques sont en réalité parfois plus importantes que dans le cas de maltraitance physique parentale. Et vous allez voir que c'est ce que j'ai retrouvé aussi. C'est une forme de victimisation, comme la négligence d'ailleurs émotionnelle, ou les abus verbaux, qui sont malheureusement
trop souvent mésestimés dans la littérature scientifique et qui pourtant ont des conséquences absolument dramatiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur l'adversité précoce et le HPI? Eh ben, vous voyez, là, le slide, il est blanc. J'ai mis des trucs, hein. Mais qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait rien, en fait. Les chercheurs, dans le domaine appliqué des recherches, sur l'intelligence, alors, non, ils n'ignorent pas le rôle de l'environnement dans la manière dont les enfants HPI se développent et dans la présentation ultérieure des adultes. J'ai trouvé encore une étude tout à l'heure qui employait même les mots adversité précoce et gifted, hein, mais de mesure aucune. Hein. En tout cas, voilà, il est fait mention de l'influence de l'environnement précoce dans de nombreux livres et articles qui sont consacrés aux surdoués. Concernant l'environnement familial, le style parental démocratique, c'est-à-dire à la fois chaleureux, bienveillant, mais avec des limites qui sont claires et adaptées au niveau de développement de l'enfant, a notamment été associé chez des enfants HPI à des capacités cognitives supérieures, à de meilleures habiletés sociales, ainsi qu'à des formes plus saines de perfectionnisme. La cohésion et l'adaptabilité familiale ont également été associées à un meilleur ajustement émotionnel et social. Chez les adultes HPI, cette fois-ci, personne rapportait, là c'était en 2007 encore. Il indiquait que ces participants ne rapportaient pas se sentir particulièrement déprimés, sauf pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de grandir dans un foyer bienveillant et soutenant, ou alors qui n'avaient pas réussi à construire leur propre famille et que cette famille leur soit un soutien. Néanmoins, les résultats empiriques sont rares et aucune étude n'a jamais évalué la maltraitance et la négligence dans la population HPI et donc ses conséquences à l'aide, en tout cas, d'un questionnaire validé. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la loi du silence qui prévaut face à la maltraitance des enfants au sein du foyer semble bien avoir contaminé la recherche chez les enfants, sur les enfants et les adultes HPI. Et peut-être que c'est une facilité. Peut-être que c'est plus facile de rechercher à tout prix quelque chose qui clocherait à l'intérieur de l'enfant plutôt que ce qui clocherait à l'extérieur, c'est-à-dire dans sa famille. Parce que quand on reçoit papa et maman pendant les consultations, c'est un peu gênant de leur dire vous parlez bien à votre enfant? Vous êtes sûr que vous lui donnez jamais une gifle? Vous êtes sûr que vous lui mettez pas la pression pour réussir? C'est sûrement plus facile de dire vous savez, il est perfectionniste. Ou alors, peut-être qu'il a un TDAH, ce serait bien que vous voyiez un neuropsychologue. Voilà. Donc, en fait, peut-être que cette loi du silence, elle a contaminé la recherche. Le seul type de maltraitance qui a fait l'objet d'une littérature relativement abondante, elle va concerner les violences perpétrées en milieu scolaire. Et là, encore une fois, on met pas en cause les parents, on met en cause les autres, les enfants. Donc, on peut comprendre pourquoi ça a été un petit peu plus évalué. Et encore, Espelage et King, dans une revue de la littérature, notaient en 2018 que seulement 2 études, qui évaluaient d'ailleurs le même échantillon d'enfants, c'est celle de Peterson et Ray en 2006, avaient inclus un groupe contrôle d'enfants non HPI, et ils concluaient que les taux de prévalence étaient les mêmes dans les 2 groupes. Et ça, pourquoi pas, on peut le comprendre, mais en tout cas, ça mettait déjà fin à un mythe qui était présent dans la littérature et qui disait qu'à cause de leur intelligence, ils étaient souvent plus harcelés que les autres, et apparemment non. En tout cas, au-delà de la maltraitance en milieu scolaire, j'ai identifié que 2 études qui peuvent s'avérer pertinentes dans le cadre de mes recherches. Breslow et ses collègues, en 2006, ils ont montré que les enfants âgés de 6 ans dont le QI était supérieur à 115, mais pas ceux qui avaient un QI moyen de 100, présentaient un risque réduit d'exposition à des événements traumatiques et donc un risque réduit de TSPT. Mais les chercheurs se focalisaient sur des expériences adverses qui n'impliquaient quasiment pas la violence au sein du foyer. Ils se focalisaient plutôt sur des événements qui impliquaient des violences physiques, agressions sexuelles, menaces avec ou sans une arme, ou d'autres facteurs de stress, catastrophes naturelles, accidents.
Et comme le notait déjà Kira et ses collègues en 2012, il n'est pas vraiment envisageable qu'un enfant puisse éviter de vivre dans un foyer chaotique et dysfonctionnel juste parce qu'il a le QI supérieur. Donc ça, c'est pas possible. Et puis, il y en a une autre, celle de Williams et collègues en 2022, qui incluait cette fois des adultes et qui montrait également que l'intelligence prévenait une large gamme de psychopathologies, incluant le TSPT. Pour ce trouble en particulier, une intelligence qui était située à 2 écarts types au-dessus de la moyenne versus une intelligence dans la moyenne réduisait le risque de 33% pour le TSPT. Et les résultats indiquaient également une probabilité réduite, respectivement de 38 et de 24% pour ce qui concerne l'adversité précoce et le stress précoce. Sauf que, vous avez rappelé de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas interpréter ces données parce qu'il n'y a pas de définition de ce que les auteurs appellent l'adversité précoce. Je ne sais pas comment ils différencient adversité précoce et stress précoce puisque on définit l'adversité précoce par stress précoce. Et puis, ils ne disent ni quels sont les types d'expériences adverses évaluées. Or, vous avez vu, et moi aussi je le montre, mais la recherche est unanime à dire que selon le type d'expérience adverse, on n'a pas les mêmes conséquences non plus. Et puis, l'outil d'évaluation, on ne sait pas lequel c'est non plus. Donc, je peux rester sur la phrase qui disait que personne n'a jamais évalué l'adversité précoce chez les adultes HPI. La littérature, elle s'accorde sur le fait que les AS affectent le bien-être psychologique à l'âge adulte à travers les troubles psychopathologiques qui peuvent en être la conséquence. Mais également parce que l'adversité précoce interfère avec la scolarité, l'employabilité, la stabilité du logement et une réduction du support social. On s'entoure moins. Une méta-analyse de Yeo et ses collègues qui est parue en 2024, donc très récemment, a permis de montrer que la maltraitance, la négligence et les dysfonctionnements du foyer étaient bien associés à une réduction du bien-être émotionnel, particulièrement chez les enfants et beaucoup moins chez les adultes, ce qui suggère des effets de résilience qui s'exercent à distance des AS. Il y a 2 manières, et vous verrez pourquoi c'est important dans la deuxième partie de cette présentation. Il y a 2 perspectives selon lesquelles on peut approcher le bien-être psychologique. L'approche hédonique, telle que Diener, déjà en 1984, a pu la définir, se concentre sur une évaluation subjective du bien-être sur le moment, ici et maintenant. Est-ce que vous vous sentez bien? L'approche, elle, eudémonique, qui a été initialement proposée par Riff à partir de 1989, se concentre plutôt sur la croissance personnelle et le sens donné à la vie. Considérée comme plus globale, l'approche eudémonique, elle relève d'une évaluation psychologique centrée sur les préoccupations existentielles de l'individu et la manière dont il interagit avec le monde. Le modèle de Riff est pertinent quand on s'intéresse aux conséquences à long terme des AS, parce qu'il permet une estimation du bien-être psychologique à travers 6 sous-dimensions qui rappellent beaucoup les symptômes du CTSPT, qui ont été associés aux perturbations de l'organisation du soi, ou aussi ceux finalement du trouble traumatique du développement, à savoir l'autonomie, le sentiment de compétence et de maîtriser son environnement, la croissance, épanouissement personnel, les relations positives avec autrui, le sens donné à la vie et l'acceptation de soi. L'approche eudémonique du bonheur, elle est également pertinente lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence. Quoique la littérature s'accorde sur l'idée que l'intelligence ne se comporte jamais en facteur de vulnérabilité, compris dans ce domaine, les associations entre le bien-être psychologique et le QI pourraient être plus subtiles qu'il n'y paraît. Par exemple, Wirtwein et Ross ont indiqué en 2011 que les adultes HPI ne s'estimaient pas plus ou moins heureux que leur père contrôle, mais à une nuance près. Dans le domaine des relations amicales et des loisirs, les adultes HPI se disaient plutôt moins satisfaits que leur père d'âge au QI dans la moyenne. En réalité, le domaine qui rendait le mieux compte de leur satisfaction générale était le travail. En contraste, les domaines du soi, c'est-à-dire se faire plaisir, prendre soin de soi et des amis, étaient les contributeurs les plus importants de la satisfaction dans la vie
parmi les adultes d'intelligence moyenne. Et de la même manière, dans une série d'études qui sont parues entre 2019 et 2020, Veuter et ses collègues ont indiqué que les adultes HPI étaient plus susceptibles de vivre des crises de sens que les adultes de la population générale ou des adultes académiquement surdoués, mais dont on n'avait pas mesuré le QI, avec des résultats d'ailleurs aussi comparables en 2011 sur une population d'adultes HPI suédois. Stelnake et Smedler supposaient quant à eux que les adultes HPI ont tendance à être plus enclins à se remettre en question et à s'interroger sur le monde qui les entoure, avec un regard plus profond et différent sur le sens à donner à la vie. Les liens du coup entre l'intelligence et la satisfaction dans la vie pourraient donc ne pas être aussi univoques qu'il n'y paraît, et la question finalement reste ouverte, particulièrement chez les victimes adultes d'adversité précoce. Et c'est sur ce long teasing que je vais là m'interrompre, puisque, ayant introduit la totalité des concepts, ayant douté de tout et de tous, je vous parlerai la prochaine fois des résultats de mes propres recherches, au moins un tout petit bout de mes résultats. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce média et de rejoindre le vaisseau spécial pour plus de partage et de connaissances. Et franchement, je vous remercie au milluple. Ne manquez pas le 3e volet, la 3e conférence de Nathalie Boisselier, les liens entre l'adversité précoce, le HPI et les difficultés socio-émotionnelles. Nathalie Boisselier, que je remercie intensément. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.